Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la formation d'ingénieur et puis un petit peu du métier d'ingénieur. Quelles compétences il y a derrière ce terme ingénieur, quel métier et comment est-ce qu'on y parvient. Et puis, je focaliserai un petit peu la deuxième partie de la présentation sur notre formation à l'INSA de Lyon, ce que c'est que l'INSA, le groupe INSA, et puis un peu plus sur l'INSA de Lyon. Donc, je m'appelle Marion Frégonaise, je suis professeure donc, à l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieurs en France, et j'enseigne dans cet établissement dans les 2 premières années de la formation, donc juste après le bac, dans le département formation initiale au métier d'ingénieur, et j'enseigne plus précisément la chimie et la thermodynamique. Et comme la plupart des enseignants dans cet institut, je suis aussi chargée de recherche. Donc, très souvent, la plupart du temps, les étudiants ont en face d'eux des enseignants-chercheurs. Et donc, j'effectue ma recherche dans le laboratoire matériaux, ingénierie et sciences dans le domaine de la corrosion et de l'ingénierie des surfaces. Alors, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Donc, si on pose une définition qui est donnée par la commission d'éthique de l'ingénieur, le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre et de contrôle, ayant pour objet des produits, des systèmes ou des services, éventuellement leur financement et leur commercialisation au sein d'une organisation compétitive. Alors, ça fait beaucoup de mots. On va essayer de clarifier un petit peu tout ça, mais on retrouve certains mots que vous avez identifiés, en particulier le mot invention. Alors ici, c'est plutôt innovation qui est mis en avant, mais finalement, je pense que c'est la même signification que vous mettiez derrière. Donc, l'ingénieur va prendre en compte les préoccupations de protection de l'homme, de la vie et de l'environnement, et plus généralement du bien-être collectif. Donc, c'est ce que vous aviez retranscrit quand vous disiez que l'ingénieur était au service de la société. Effectivement, il va travailler dans un contexte où il va devoir répondre à une demande et il va travailler de façon à améliorer certaines conditions. Donc, un ingénieur, d'un point de vue plus institutionnel, je dirais, relativement à la formation, c'est quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, qui est donc diplômé à Bac+5, c'est-à-dire au niveau Master 2. Un diplôme d'ingénieur, ça ne met pas en regard la profession d'ingénieur. En fait, c'est un diplôme, c'est un titre, hein, mais ça n'est pas un métier. C'est pour ça qu'on met toujours les métiers de l'ingénieur, parce qu'un ingénieur va avoir un grand nombre de métiers au fur et à mesure de sa carrière. Donc, diplôme à Bac+5, ça veut dire que lorsque vous avez un diplôme d'ingénieur, vous avez l'équivalent d'un Master 2, et que donc, par exemple, si vous en aviez le choix, l'envie, la possibilité, vous pourriez poursuivre ensuite sur un doctorat sans repasser un Master 2. L'inverse n'est pas vrai. Si vous avez un Master 2 en passant par l'université, vous n'avez pas le diplôme d'ingénieur. Donc, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, si on prend en compte ces différentes compétences et ces différentes qualités que l'ingénieur doit être capable de développer, vous voyez que ça repose sur la nécessité d'une solide formation scientifique et managériale. Donc, managériale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ingénieur va assez rapidement, au cours de sa carrière, remplir des fonctions de manager, c'est-à-dire qu'il va être capable de mettre en œuvre des techniques de direction, d'organisation et de gestion d'équipe. To manage, en anglais, ça veut dire diriger. En général, l'ingénieur doit aussi faire preuve d'une certaine mobilité thématique, c'est-à-dire qu'il est rare qu'un ingénieur travaille dans le même domaine scientifique et technique tout au long de sa carrière, il va être amené à évoluer, et également de façon géographique. On constate en effet, d'après les enquêtes qui sont faites, que dans les 10 premières années de carrière des ingénieurs, ils font à peu près 3 à 4 métiers différents en évoluant, soit au sein d'une même entreprise, soit au sein d'entreprises différentes. Il doit donc avoir une ouverture internationale et interculturelle extrêmement marquée. Et donc, dans les formations d'ingénieurs, vous retrouverez ces aspects d'ouverture à l'international et d'ouverture interculturelle. Donc, vous voyez que l'ingénieur va devoir construire des connaissances et des compétences techniques, sociales, environnementales et économiques, et également dans le domaine des sciences humaines, avec une culture
qui va constituer une base scientifique sur laquelle il va pouvoir asseoir l'ensemble de ces différentes qualités qu'on va lui demander d'être capable de développer. Donc, dans les formations d'ingénieurs, vous allez retrouver ces différentes thématiques. Alors, un petit focus sur les métiers de l'ingénieur et les secteurs d'activité dans lesquels les ingénieurs vont exercer leur activité. Le top 5 de ces activités, alors ça, ce sont des chiffres qui sont fondés sur le recrutement des ingénieurs INSA, et plus précisément même INSA Lyon, en 2017. Vous voyez qu'à l'INSA à Lyon, en 2017, on a diplômé à peu près 1000 ingénieurs. Donc, comment est-ce qu'ils se sont répartis? Eh bien, ils se sont répartis dans des activités informatiques et dans les services, dans des sociétés de conseil, bureaux d'études et d'ingénierie, dans le domaine de la construction, du bâtiment, des travaux publics, dans le domaine de l'énergie, mais également de façon plus large dans des domaines industriels associés au transport, aéronautique, automobile, naval, ferroviaire. Nos ingénieurs trouvent du travail rapidement. La moyenne, c'est moins d'un mois pour trouver du travail après le diplôme. Alors, c'est une moyenne, hein, ça varie. On a certaines spécialités dans lesquelles nos ingénieurs sont même embauchés avant d'être diplômés, dans le cadre de leur stage. Ils ont une promesse d'embauche dans le cadre de leur stage de fin d'études. Alors, ça, ce sont les chiffres de 2017. Ils ont très peu évolué en 2018 et en 2019. Par contre, en 2020, d'abord, on n'a pas complètement les chiffres consolidés pour l'instant, et ça a effectivement évolué du fait de la crise sanitaire que l'on connaît, avec une modification du marché de l'emploi, mais qui sera, on l'espère, temporaire. Globalement, nos ingénieurs sont satisfaits de l'emploi qu'ils vont occuper à la sortie de leurs études, à 94%, et ils sont d'autant plus satisfaits de leur formation qu'ils vont la recommander en fait aux personnes qui viendraient leur demander est-ce que tu es content, est-ce que ça t'a plu, est-ce que ton métier te plaît, etc. Alors, toujours à titre d'exemple, hein, parce que ce sont des chiffres que vous allez retrouver en moyenne sur les écoles d'ingénieurs françaises, au niveau de l'insertion professionnelle, donc la localisation des emplois pour nos ingénieurs à nous qui sortent de Lyon, donc Lyon c'est ici en France. Pour nos ingénieurs, ils vont, pour moitié d'entre eux, trouver un emploi dans la région d'origine de leur formation. On a un gros réseau d'interaction avec les entreprises qui sont autour de Lyon. Donc, une bonne partie d'entre eux trouvent un emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une bonne autre partie autour de Paris, dans la région parisienne, puisque Paris est un gros bassin d'emploi, avec un salaire annuel de départ, ce sont toujours les chiffres de 2017, de l'ordre de 37 kg par an. Puis on a une partie de nos ingénieurs qui vont être embauchés à l'international, des ingénieurs français, mais aussi des ingénieurs d'origine étrangère, puisque vous le verrez un petit peu plus tard sur les transparents, on accueille à peu près 25% d'étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'un quart de nos étudiants sont d'origine étrangère et donc en partie vont aussi retourner dans leur pays d'origine pour exercer leur emploi. Donc on a un gros bassin de recrutement sur l'Amérique du Sud et sur l'Asie du Sud-Est, donc ces deux zones géographiques sont fortement privilégiées. On a aussi un fort recrutement sur l'Europe et puis un petit peu moins sur l'Amérique du Nord, mais malgré tout, nos étudiants se placent aussi en Amérique du Nord à l'emploi avec des salaires à l'étranger qui sont plus élevés. Voilà, ça ce sont des chiffres, les chiffres de l'INSA Lyon, mais ça représente à peu près des chiffres moyens des embauches des ingénieurs en France. Alors, comment est-ce qu'on devient ingénieur? Eh bien, on se fonde sur une formation scientifique. Cette formation scientifique, elle peut être générale, mais elle peut être aussi technologique. Il y a des voies d'accès dans les écoles d'ingénieurs par la voie technologique. Plusieurs voies d'entrée possibles, soit juste après le bac. Alors là, les modes d'entrée sont divers. Vous avez des modes d'entrée sur concours ou vous avez des modes d'entrée sur dossier ou dossier plus entretien. C'est assez variable. Donc là, vous rentrez dans une école d'ingénieur en 5 ans, directement après le bac. Vous avez aussi la voie par les classes préparatoires aux grandes écoles. Là, vous allez faire 2 ans de classes préparatoires, en général dans un lycée. Et ensuite, vous allez passer des concours qui vont vous permettre d'entrer dans une école d'ingénieur dont le cursus sera décliné en 3 ans, puisqu'on est toujours sur un diplôme à Bac+5. Donc 2 ans de prépa, 3 ans d'école. Et puis, vous avez aussi un certain nombre d'autres admissions parallèles que je détaillerai un tout petit peu après. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces différents moyens
d'admission dans les écoles d'ingénieurs. Alors, je voudrais bien que vous soyez attentifs sur le fait que ça n'est pas exhaustif. Je vous ai mis quelques exemples, mais il en existe bien plus que ceux que je vais vous présenter. Et d'autre part, j'ai mis sur mes transparents juste après cette petite icône-là, ce petit sigle, pour vous dire que ce sont des informations que moi j'ai recueillies l'année dernière. Donc, vous allez retrouver les transparents que j'ai présentés l'année dernière. Je n'ai malheureusement pas eu le temps, et en plus, c'est encore en cours, d'aller explorer les modifications de Parcoursup en particulier et de toutes ces différentes écoles suite à la réforme des lycées, la réforme du bac. Donc, je vous les mets, soyez attentifs, ce sont des informations qui datent de l'année dernière. Simplement, je vous les ai remises quand même de cette façon-là parce que vous avez quelques noms de concours que vous allez retrouver de toute façon. Donc, allez chercher sur Internet, par exemple sur le concours Advance, sur le concours Avenir Bac, sur le concours du GPEL Polytech. Vous tapez les mots-clés et vous aurez les informations actualisées sur ces sites. Vous avez aussi en quelque sorte une chance, entre guillemets, si on peut dire que c'est une chance, qui est que cette année, l'ensemble des journées portes ouvertes va se passer en distanciel. Il y a très peu d'établissements qui vont faire leurs journées portes ouvertes en présentiel. Donc, vous allez pouvoir aussi, même en étant très loin, assister à ces journées portes ouvertes en étant connecté. En plus, vous avez un décalage horaire qui n'est pas trop important. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble de ces sites, si ce sont des voies qui vous intéressent, pour vous connecter aux journées portes ouvertes dans lesquelles, ou aux différents salons d'ailleurs des grandes écoles, dans lesquels il est maintenant plus facile d'accéder. Donc voilà, donc vous avez des concours directement post-bac avec un certain nombre de places qui recouvrent un certain nombre d'écoles. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit complètement à jour, mais vous voyez qu'il y a quand même un nombre de places relativement important sur ces concours post-bac. En voilà d'autres, toujours post-bac. Donc Puissance Alpha, le groupe ENI, AgroCampus. Là, c'est plutôt pour les domaines de la biologie et de l'agronomie. Ce sont des écoles qui peuvent être des écoles publiques ou des écoles privées. Donc, vous avez dans certains cas des frais d'inscription qui sont plus élevés que d'autres. Donc, renseignez-vous bien aussi sur le statut de l'école et renseignez-vous bien aussi sur le fait que ces écoles soient accréditées ou non par ce qu'on appelle la Commission des titres de l'ingénieur, la CTI, qui est un organisme qui valide les diplômes que l'on va émettre. Donc, seuls les diplômes d'ingénieur agrémentés par la CTI ont valeur de diplôme d'ingénieur en France, sont reconnus en France. Donc ça, c'est un point aussi extrêmement important et sur les sites de présentation des écoles, c'est normalement toujours spécifié. Ensuite, vous avez donc, celle que je viens de vous présenter avant, c'était sur concours. Ensuite, vous avez des écoles qui vont recruter aussi en post-bac, mais sur dossier ou sur dossier plus entretien. Donc, ce sont les universités de technologie. Vous en avez 3 ici. Donc, ça, je suis un peu plus sûre de moi hein, au niveau de l'admission. Ça n'a pas trop changé, ça. Donc, 3 UT, l'UTBM, l'UTC et l'UTT. Donc, qui présentent un cursus particulier humanité et technologie. C'est-à-dire que vous avez un cursus en sciences humaines et sociales qui est important dans ces écoles-là. Et puis, vous avez les INSA, donc l'établissement dont je viens, Instituts nationaux des sciences appliquées, pour lequel on a un nombre de places important. Avec cette école, je vous les présenterai tout à l'heure. Donc là aussi, dossier plus entretien. Je vous redétaillerai ça tout à l'heure. Puis vous avez la voie des classes préparatoires. Alors là, je vous ai regroupé les différentes spécialités des classes préparatoires telles qu'elles sont cette année, telles qu'elles étaient l'année dernière et qu'elles sont cette année. Je ne sais pas comment ça a évolué suite à la réforme du bac. Ça a évolué, c'est sûr. Les spécialités ne sont plus les mêmes. Pour mieux coller avec les spécialités que vous prenez au lycée maintenant. Par contre, là aussi, allez voir sur le site des classes préparatoires aux grandes écoles parce que je n'ai pas eu le temps de mettre à jour ça. Donc voilà, ça c'était les spécialités de cette année et des années précédentes. Les concours, je pense, n'ont pas trop évolué. Donc vous allez retrouver des concours pour les grandes écoles, donc Centrale Supélec, Mipon, l'école polytechnique, le 3A qui va regrouper un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, le concours des travaux publics d'État, le concours commun des instituts nationaux polytechniques. Voilà, donc là aussi, c'est pareil, soyez curieux. De toute façon, ce sont des concours qui recrutent après les 2 ans de classe préparatoire. Donc, voilà, en général, les élèves se renseignent quand ils sont en classe préparatoire sur ces différentes écoles.
Et puis, vous avez des cycles préparatoires communs. Donc, les plus connus, vous avez le cycle préparatoire de la Fédération Gay-Lussac, la prépa des INP. Donc, la prépa des INP, ça vous permet de rentrer dans ces écoles-là qui recrutent principalement sur concours après les classes préparatoires, mais qui ont aussi pour quelques-uns de leurs élèves un cycle préparatoire intégré. Mais c'est assez marginal. Donc ça, c'est la prépa des INP. Et puis, vous avez aussi la préparation aux écoles d'ingénieurs Polytech qui recouvrent un certain nombre d'écoles sur toute la France. Voilà. Vous pouvez aussi rentrer dans une école d'ingénieur après avoir fait un DUT ou un BTS. Donc ça, c'est toujours possible. Ça va aussi évoluer dans les années à venir puisque le DUT va évoluer, mais pas encore tout de suite. Et donc, vous avez des concours communs DUT, BTS dans un certain nombre de domaines. Donc, ça, c'est le concours ATS. Vous avez aussi le concours de la banque Agroveto pour les étudiants en SVT, principalement. Et puis, vous avez aussi des admissions, donc sans concours, sur entretien et dossier, directement en 3e année des écoles d'ingénieurs en 5 ans. Par exemple, à l'INSA, nous recrutons à peu près, je dirais, un petit quart d'élèves directement en 3e année, donc qui n'ont pas suivi les 2 premières années de formation de l'école, mais qui rentrent en 3e année sur dossier. Donc, c'est aussi une voie pour être ingénieur, de faire un DUT, d'obtenir un DUT ou de faire un BTS. Alors, BTS, c'est un petit peu moins commun. Hein. La voie la plus, celle sur laquelle on recrute le plus, en tout cas sur l'INSA, c'est les DUT, plus que les BTS. Voilà, pour terminer cette présentation un peu générale des études d'ingénieur, je vous ai mis des emplois du temps type. Alors là, encore une fois, ce sont des emplois du temps que j'avais récupérés l'année dernière dans une prépa, dans une classe préparatoire MPSI. Donc, vous voyez un petit peu la répartition des heures par semaine, donc avec un enseignement de sciences qui est très marqué. Hein, ici, dans cette, si on regroupe sciences de l'ingénieur, informatique, physique, chimie et toutes les sciences pour l'ingénieur, vous avez 2, 4, 6, 7, 12, 14, 24 heures par semaine qui sont dédiées à ces enseignements scientifiques. Et puis à côté, vous avez du français ou de la philo et de la LV1. Donc, dans les CPGE, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ce sont principalement des enseignements scientifiques qui vont intervenir. Vous allez rajouter à cet emploi du temps les devoirs sur table, donc des interros en général de 3 ou 4 heures, une par semaine, souvent le samedi matin. Vous avez des interrogations orales, qu'on appelle aussi colle, une par semaine en maths, et puis vous avez une colle par semaine de physique, chimie ou de langue vivante ou de français. Et puis, vous avez également un aménagement qui vous permet de pratiquer le sport 2 heures par semaine, mais le sport est facultatif dans ces classes préparatoires. Encore une fois, ce que je vous présente là, c'est ce qui était valide en 2019. Il est fort probable, je suis même sûre que ça va évoluer l'année prochaine. Donc, allez voir aussi sur le site des écoles. Et puis, pour terminer, un emploi du temps type dans mon établissement. Donc, ça, c'est un emploi du temps de première année. Alors, comment est-ce qu'on est organisé dans mon établissement ? On a des promos qui sont constitués d'à peu près 900 étudiants, donc on a des grosses promos. Ces étudiants sont ensuite répartis dans des classes de 100 étudiants. Alors pourquoi des classes de 100 ? Parce qu'en fait, ça correspond à la taille de nos amphithéâtres dans lesquels les élèves vont pouvoir suivre leurs cours. Donc les cours sont délivrés sous la forme de cours magistraux. C'est ce que vous voyez là, par exemple ici, le lundi matin à 8 heures, les élèves ont 1 heure, les élèves de cette classe-là ont 1 heure de maths. Donc, ils sont regroupés par 100. Et puis ensuite, ils vont se séparer en 4 groupes constitués de 25 élèves pour aller faire des travaux dirigés. Donc, ce groupe-là va avoir d'abord des travaux dirigés de physique, puis ensuite, ils vont basculer sur des travaux dirigés de culture, sciences et société. Ce sera l'inverse pour les autres. L'après-midi, ils ont 1 heure d'amphi. Là, c'était un amphi de chimie. Et puis, l'après-midi, ensuite, ils vont de nouveau se répartir en groupes de 25 pour aller faire des travaux pratiques. Donc, vous voyez qu'on a des codes de couleurs. Tout ce qui est rouge, c'est les maths. Donc, on a un enseignement de mathématiques qui est renforcé. Vous avez en vert la physique, en bleu la chimie. En marron, vous avez un cours sur la connaissance de l'entreprise. En rose, vous avez l'informatique. Qu'est-ce que j'oublie ? Vous avez de la conception, ici en jaune.
Vous avez les langues. Alors, les langues, elles sont où sur cet emploi du temps-là? Je ne les retrouve plus, mais il y a 1 h 30 de langue par semaine. Je ne les vois plus. Bon, peu importe. Vous avez également dans culture, sciences et société, on en a parlé. Vous avez dans l'emploi du temps ici du temps. Alors, vous avez aussi un enseignement d'outils mathématiques pour les sciences de l'ingénieur. Vous avez un créneau à l'emploi du temps qui est laissé libre ici pour du soutien. Donc, on organise des soutiens régulièrement au cours du semestre. Vous avez un créneau de sport qui est ici. Donc là, nous, notre créneau de sport est à l'emploi du temps. Le sport est obligatoire à l'INSA, soit dans le cadre de l'enseignement du sport tel qu'il est ici, soit dans le cadre de l'association sportive. Et puis, vous avez systématiquement, toutes les semaines à l'emploi du temps, un créneau d'interrogation écrite qui est placé là, dans lequel, chaque semaine, on tourne, en fait, une fois c'est les maths, la physique, la chimie, les langues, etc., où vous avez une évaluation par semaine tout au long du semestre. Voilà un peu pour cet emploi du temps. Donc, vous voyez des emplois du temps chargés, mais comme nous sommes associés à l'université, le jeudi après-midi est toujours complètement disponible et complètement libre. On n'a pas le droit d'y faire d'enseignement pour pouvoir permettre les activités sportives, culturelles et artistiques. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette première partie d'introduction à la formation d'ingénieur. Ensuite, je vais basculer sur la présentation du groupe INSA et des écoles du groupe INSA, mais je vais peut-être prendre quelques questions, si vous voulez, pour l'instant, qui peuvent être un peu générales sur ces formations. Donc, le créneau qui est réservé aux évaluations, ça veut dire Oui. que les évaluations en elles-mêmes sont ponctuelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'évaluation dans 1 heure de cours, mais uniquement dans ce créneau d'évaluation de colle. Alors, ça arrive qu'il y ait quelques évaluations dans les créneaux de cours. Par exemple, en travaux pratiques. En travaux pratiques, vous êtes évalué en contrôle continu. Donc, on va relever des comptes rendus, les noter. On fait aussi une évaluation en séance. Donc là, vous pouvez avoir des notes. Vous avez aussi certaines matières qui pratiquent des petits QCM en début de cours ou en fin de cours pour vous permettre de vous mettre à niveau. Donc, il y a à la fois des QCM formatifs, c'est-à-dire qui ne comptent pas, mais vous avez aussi des QCM qui comptent en fait dans la moyenne. Donc tout ça, vous êtes prévenu à l'avance, hein, vous le savez. Nous, on est tenu légalement de vous informer de l'ensemble des évaluations que vous aurez sur toute l'année. C'est-à-dire que quand vous arrivez en septembre, vous savez quelles évaluations vous aurez sur toute l'année. On est obligé de le faire. La CTI nous l'impose. D'accord, merci. Quelle moyenne il faut pour rentrer à l'INSA Lyon? Ah, quelle moyenne il faut pour rentrer à l'INSA Lyon? Alors, je peux pas vous donner une règle sur la moyenne, parce qu'en fait, on va toujours, enfin, lorsqu'on... Je vais revenir sur les critères d'admission tout à l'heure, mais vous allez déposer votre dossier, et dans votre dossier, on va regarder votre moyenne par rapport à la moyenne de la classe, et on va regarder aussi par rapport au taux de réussite au bac du lycée, et également au nombre de mentions très bien du lycée. Donc, c'est un algorithme qui calcule tout ça. Donc, il n'y a pas de vraie moyenne. Je ne peux pas vous dire il faut tant de moyenne. Ça dépend comment vous vous positionnez dans votre classe. Si vous avez 15 de moyenne et que la moyenne de la classe est de 10, ou si vous avez 15 de moyenne et que la moyenne de la classe est de 15, en fait, votre 15, il n'a pas la même valeur. Donc c'est difficile de se positionner. Ce que je peux vous dire, c'est que nos critères de sélection à l'entrée sont exigeants. C'est-à-dire que sur le modèle INSA, on vous sélectionne à l'entrée en première année. Ensuite, à la fin de la première année, on a quelques élèves qui ne poursuivent pas, qu'on est obligé d'exclure. Alors, pourquoi est-ce qu'on procède à ces exclusions? Parce qu'en fait, on a un certain nombre d'élèves qui sont fragiles et qu'on amènerait à l'échec en fait en deuxième année si on les gardait dans notre établissement. Donc, on préfère procéder à une exclusion de ces élèves. Alors, on les accompagne dans leur réorientation, hein, on ne les laisse pas comme ça, c'est-à-dire qu'on prépare leur réorientation avec eux. En général, ils ne sont pas surpris en fait, de la décision qui est prise en fin d'année. On construit avec eux leur réorientation. Et on a quelques élèves, mais c'est quand même très marginal. On est en dessous de 10% d'échecs en fin de première année. En fait, notre sélection, elle se fait à l'entrée principalement, et je ne vous cache pas qu'elle est très sélective. Donc, plutôt que de parler de moyenne, il faut regarder votre position dans la classe, et clairement, on admet les premiers des classes. Alors, pas le premier, hein, mais les premiers des classes arrivent à rentrer dans nos établissements. Par contre, on est quand même un groupe sur lequel on a 7 écoles et on a également un certain nombre d'écoles partenaires, c'est-à-dire qui sont sur la même procédure de recrutement que nous. Et donc, ces écoles partenaires sont un petit peu moins sélectives
et vous avez un certain nombre d'écoles d'ingénieurs extrêmement intéressantes dans ce groupe INSA. Donc, il ne faut pas vous censurer. En fait, il faut postuler. Lorsque vous postulez sur les écoles partenaires du groupe INSA et sur le groupe INSA, ce n'est qu'un vœu sur Parcoursup. Et donc, avec un vœu, ça vous ouvre à 15 écoles. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire et à tenter votre chance. Voilà, parce que ça ne prend qu'un vœu, en fait, sur Parcoursup. C'est juste par rapport à l'emploi du temps sur la diapositive précédente, il y avait 2 heures de TIPE. Je voulais savoir si c'était quoi. Alors, TIPE, c'est un projet, en fait, que les élèves de classe préparatoire ont à conduire. Ça a été mis en place, je pense qu'il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être 10-15 ans, où on demande aux élèves d'avoir une présence un peu plus, enfin, une meilleure connaissance de ce qui se passe, par exemple, dans les laboratoires et dans le monde de la recherche. Donc, ils ont un petit projet à conduire et ils sont relativement autonomes sur ce projet, c'est-à-dire que c'est à eux d'aller trouver les laboratoires, les entreprises qui vont pouvoir les aider à conduire ce projet. Et du coup, ils ont 2 heures par semaine qui sont consacrées à ça. Et à la fin, d'après ce que je sais, ils ont un rapport à rendre, ils ont une soutenance à faire. Et alors, je n'ai pas d'idée de sujet là, mais je pense qu'ils construisent leur sujet en accord avec leur classe prépa. Et puis ensuite, c'est à eux d'aller se tourner vers les labos et les entreprises. Moi, je le connais en fait, ce projet uniquement du point de vue du labo, parce que j'ai de temps en temps des élèves de classe prépa qui me sollicitent en tant que chercheur pour les aider à monter des expériences autour de leur TIPE. Donc là, maintenant, je vais focaliser ma présentation sur le groupe INSA, donc l'école que je représente. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail. Je vais vous présenter le principe de l'école et nos valeurs et la façon dont on travaille. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure et de la procédure sur Parcoursup, etc. Parce que tout ça, vous le trouverez extrêmement bien détaillé sur notre site. Si vous allez sur notre site internet, tout est extrêmement bien expliqué. Et je vous le dirai à la fin, notre journée porte ouverte, nous avons des journées portes ouvertes sur l'ensemble des établissements du groupe INSA. Et sur Lyon, nous avons la journée porte ouverte qui est prévue le 23 janvier, entièrement en distanciel. Donc, il sera complètement accessible, toutes les conférences, toutes les plaquettes, etc. Donc, je vais pas passer du temps là-dessus. Je vais plutôt vous présenter un petit peu la philosophie de ce groupe. Donc, le groupe INSA et ses partenaires, je vous l'ai dit, il y a 7 INSA en France, un INSA à l'international qui est localisé au Maroc, à Fès. Donc, vous avez ici les localisations en France de nos différents établissements. Donc, Lyon, Toulouse, ce sont les 2 plus gros. Lyon est le plus gros, puis vous avez Toulouse derrière. Rennes, Rouen, donc ce sont les 4 établissements un peu historiques, les plus anciens. Et puis ensuite, vous avez des établissements plus récents qui se sont créés. Strasbourg, Centre Val-de-Loire et Hauts-de-France plus récemment. Donc, un INSA à Fès, au Maroc, et puis vous avez des écoles INSA partenaires, c'est-à-dire qui vont recruter sur le même portail d'entrée que nous, donc qui ont différentes spécialités. Vous verrez, je les décrirai juste après. Donc, vous voyez qu'on couvre à peu près l'ensemble du territoire français, un peu moins sur l'ouest de la France, au travers de nos différentes écoles d'ingénieurs. Donc, les INSA, c'est important de le mentionner, ce sont des établissements publics. Donc, vous ne payez des frais d'inscription à partir du moment où vous êtes des étudiants français ou de la communauté européenne, des frais d'inscription réduits. À partir du moment où vous passez par Parcoursup. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, nous ne sommes pas sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Par contre, les classes préparatoires aux grandes écoles sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Nous sommes habilités par la commission des titres de l'ingénieur à délivrer notre diplôme d'ingénieur et également pour nos diplômes d'architecte, j'y reviendrai, par le ministère de la Culture. Donc, nos missions, ce sont d'assurer la formation initiale des ingénieurs, architectes, paysagistes et docteurs, de faire de la recherche scientifique et technologique et de la valoriser. Nous avons également des actions dans le domaine de la formation continue des ingénieurs et des techniciens, c'est-à-dire que des ingénieurs ou des techniciens déjà diplômés reviennent dans nos locaux pour continuer à se former. Et nous avons également une mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Alors, quelques chiffres relatifs au groupe INSA. Donc, nous avons actuellement presque 17 000 élèves ingénieurs dans nos formations. Nous diplômons par an un peu plus de 3 000 ingénieurs, architectes, paysagistes.
Et nous diplômons également un certain nombre de doctorants, c'est-à-dire que nous sommes également habilités à délivrer le titre de docteur, c'est-à-dire Bac+8. Donc ça, c'est une formation par la recherche. Et nous avons actuellement en formation presque 1300 doctorants. Nous avons en première année, ces dernières années, un peu plus de 42% d'étudiantes. Sur Lyon, nous étions même à 48%. Donc, notre objectif est de maintenir ce pourcentage d'étudiantes et d'avoir des promotions équilibrées en termes de filles et de garçons. Nous avons un nombre de boursiers également important dans nos établissements. Et nous avons également un réseau d'ingénieurs INSA qui grossit bien sûr d'année en année, mais qui est à peu près de l'ordre de 93 000 ingénieurs actuellement dans le monde. Nos personnels pour assurer cette formation, sur l'ensemble du groupe, 3 500 personnels administratifs, techniques, enseignants et enseignants-chercheurs. Sur Lyon, par exemple, nous sommes 750 enseignants et enseignants-chercheurs qui intervenons dans nos différents départements. En termes d'insertion professionnelle, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. Donc, nous avons un taux d'emploi en contrat à durée indéterminée de plus de 80%, une durée moyenne de recherche d'emploi qui est faible, et puis vous avez de nouveau le salaire à l'embauche que je vous ai indiqué tout à l'heure, et puis le taux de nos diplômés qui décrochent leur premier emploi à l'étranger. Ce sont des diplômés français ou étrangers. Alors, quels sont nos domaines de formation ? Nous les avons regroupés de cette façon-là. Ils ne portent pas toujours ce nom-là dans nos établissements, mais nous les avons regroupés de cette façon-là. Au total, on couvre à peu près 80 spécialités qui couvrent tous les domaines de l'ingénierie, dans le domaine des biotechnologies et de la santé, énergétique, génie chimique, environnement, génie civil, urbanisme, topographie, génie électrique, électronique, automatique, génie mécanique, génie industriel, mécatronique, génie physique des matériaux, informatique, mathématiques, modélisation, architecture, et paysagiste concepteur. Alors, on m'avait beaucoup posé la question l'année dernière, alors je l'anticipe, en disant oui, mais on ne retrouve pas les grands domaines. Est-ce que vous formez des ingénieurs en aéronautique, par exemple? J'avais eu cette question-là très souvent. Alors, nous avons choisi d'organiser nos formations non pas autour de débouchés dans des secteurs industriels. On pourrait dire on fait des ingénieurs en aéronautique, on forme des ingénieurs pour le nucléaire, on forme des ingénieurs pour, je ne sais pas, l'automobile, etc. En fait, on a choisi d'organiser nos formations autour des disciplines, finalement, de l'ingénierie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, nous formons des ingénieurs qui vont aller travailler dans le domaine de l'aéronautique, mais dans ce domaine-là, peut-être que ce sera des électriciens, peut-être que ce seront des mécaniciens, peut-être que ce seront des spécialistes de matériaux ou des informaticiens ou des énergéticiens. En fait, vous allez retrouver tous les métiers, toutes les spécialités de l'ingénierie dans les grands domaines de l'industrie. Donc, nous avons des secteurs, nous formons des ingénieurs qui vont aller ensuite dans tous les secteurs d'activité de l'ingénierie, que ce soit les transports, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'environnement, que ce soit, etc., etc. Nous procédons, donc notre formation est en 5 ans, on recrute juste après le bac. Nous procédons à une spécialisation progressive sur les 5 ans de la formation. Donc, si vous regardez un petit peu comment ces différentes spécificités se répartissent, de la première année jusqu'à la 5e année, en première année, on a une forte importance de ce qu'on appelle les sciences fondamentales, physique, chimie, mathématiques, etc., qui petit à petit vont devenir de moins en moins importantes pour ensuite s'orienter vers une spécialisation de l'ingénieur. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous aviez en classe préparatoire, qui est un modèle différent où vous allez avoir un bloc ici de sciences fondamentales, puis ensuite un bloc de spécialisation ingénieur, nous avons choisi d'intégrer de l'ingénierie dès la première année, alors à faible dose en première année, mais qui grandit de plus en plus. Ce modèle est aussi en train d'évoluer, c'est-à-dire que cette part de l'ingénierie dès la première année est en train de grossir. Et nous sommes en train de répartir un petit peu différemment ces différentes sciences. Vous allez trouver tout au long du cursus ce que l'on appelle humanité et sport. Donc, humanité, ce sont les sciences humaines et sociales et les langues, et puis le sport, qui représente 20% de nos heures d'enseignement. Et ça, sur les 5 ans de la formation. Donc ça, c'est notre modèle, et c'est un modèle qui fait vraiment l'ADN en fait, des INSA. Et puis, vous avez, tout au long de votre cursus, des stages
de la préparation à l'insertion professionnelle, des projets, et vous avez un stage dès la première année, stage de découverte de l'entreprise, et ensuite des stages qui vont s'égrener jusqu'à la fin et qui se terminent par le stage de fin d'études. Alors, pourquoi une école en 5 ans? Pourquoi ce modèle-là? Parce qu'on souhaite une formation pluridisciplinaire en relation étroite avec le monde de l'entreprise dès la première année, au travers de cours d'économie, de gestion, de connaissance de l'entreprise, au travers également du stage que vous avez dès la première année, ce que vous n'allez pas trouver en classe préparatoire. On veut une spécialisation progressive, choisie et sans concours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans l'établissement, en général, vous êtes diplômé ingénieur INSA et vous avez des choix sans concours de différentes spécialités. On souhaite également vous accompagner au projet professionnel dès le début de votre cursus, c'est-à-dire qu'on vous fait réfléchir, on vous donne des espaces de réflexion dès la première année sur ce que sera votre métier d'ingénieur, de façon à ce que vous puissiez le construire votre formation autour de votre projet professionnel. Le stage obligatoire, je vous en ai déjà parlé. Un large choix de spécialités. Nous avons, 10 départements de spécialités à Lyon qui vous permettent de faire un choix. On essaye également de vous permettre de concilier vos études et des activités extrascolaires. Donc, nous fonctionnons sur des campus sur lesquels le monde associatif est extrêmement riche. Il est fortement basé sur les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques. Et donc, nos campus sont organisés pour que vous puissiez en bénéficier. Nous vous évaluons de façon continue. Donc, c'est un contrôle continu tout au long de la scolarité avec des interrogations écrites toutes les semaines, vous l'avez vu. Ça, c'est pour la première et la deuxième année. Après, vous avez un peu moins d'interrogations écrites dans les années supérieures. Et nous basons également notre enseignement sur un nombre important de travaux pratiques. Donc, on vous initie à la pratique très tôt et on se base sur cet enseignement pratique pour vous amener aux compétences que l'on attend. Alors, pas seulement ces différents domaines, on cherche aussi à élargir notre champ et vous allez le voir, on délivre des doubles diplômes architecte paysagiste, on délivre aussi des diplômes de doctorat et on a également une association avec Sciences Po sur certaines de nos écoles. Alors, une petite spécificité sur le diplôme d'architecte. Donc, nous avons l'une de nos écoles, INSA Strasbourg, qui prépare au diplôme d'architecte et donc qui diplôme à la fois des architectes et des ingénieurs. C'est la seule école de notre groupe. Donc, elle intègre depuis 2014 une formation en ingénierie de niveau licence, c'est-à-dire que vous sortez avec le diplôme d'architecte et vous avez le niveau licence en ingénierie. Donc, vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur. En fait, vous avez un diplôme d'architecte qui intègre une formation à l'ingénierie. Donc, ce recrutement pour l'architecture se fait sur un concours spécifique organisé par l'INSA de Strasbourg. Donc là aussi, si vous êtes intéressé par ce domaine-là, allez voir sur notre site spécifiquement l'INSA de Strasbourg qui vous donnera les différentes informations. Nous avons également un double cursus ingénieur et architecte. Donc là, c'est différent. Il y a différentes INSA qui le proposent, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Rennes et Rouen. Alors là, c'est différent, c'est-à-dire que vous êtes diplômé non pas en 5 ans, mais en 7 ans. Vous allez faire, si vous rentrez à l'INSA, vos 5 ans d'études d'ingénieur. Vous obtiendrez votre diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans. Et vous poursuivrez, à partir de la 3e année, vous avez en même temps des cours d'architecture. Et vous allez faire 2 ans supplémentaires à l'école d'architecture qui vont vous permettre d'obtenir ensuite votre diplôme d'architecte au bout de ces 2 ans supplémentaires. Donc là, vous avez les 2 diplômes. Sur la formation que je vous ai présentée avant, vous n'avez que le diplôme d'architecte avec une spécialité ingénierie. Là, vous avez les 2 diplômes. Donc, c'est un cursus d'études qui est très exigeant, puisqu'en fait, il va falloir conduire de front pendant 3 ans des enseignements dans 2 écoles. Donc, on sélectionne ces élèves. Il faut que ce soit des étudiants volontaires sélectionnés, puisqu'ils vont suivre en parallèle leurs études d'ingénieur et des modules de formation en architecture. Alors, ça, c'est la façon d'obtenir ces 2 diplômes en commençant par rentrer à l'INSA. Mais vous pouvez aussi rentrer dans une école d'ingénieurs, donc à Lyon, Toulouse, Rennes, Rouen et Strasbourg. Dans une école d'architecture. Donc, vous rentrez à l'école d'architecture et en parallèle, ils vont aussi sélectionner quelques élèves très motivés qui vont en parallèle, cette fois-ci dès la première année, suivre en plus des cours d'ingénierie. Donc là, ce sont des filières qui sont très exigeantes. Mais vous avez les 2 diplômes à la fin. Vous avez également une formation d'ingénieur qui va avoir une ouverture sur Sciences Po
l'Institut des études politiques. Donc, c'est un double cursus en 6 ans cette fois-ci, qui se fait à Rennes et à Toulouse. Donc, attention, c'est un vœu à part sur Parcoursup. Donc là, ça ne rentrera pas dans le cadre de votre vœu unique sur toutes les écoles d'ingénieurs du groupe INSA, c'est un vœu à part. Là aussi, si vous êtes intéressé par ce cursus, allez voir sur le site de l'INSA Rennes et de l'INSA de Toulouse comment ce double cursus est organisé. Donc c'est assez particulier. Hein. Et du coup, la sélection se fait sur dossier et entretien, mais vous avez des matières qui sont prises en compte pour la sélection qui vont être différentes. Par exemple, la philo est prise en compte, certaines notes du bac seront également prises en compte, etc. Donc ça, c'est une admission particulière. Voilà, du coup, ça me permet de rebondir sur les grands principes de notre recrutement. Donc, nous recrutons sur toutes les années jusqu'à la 4e année, première, deuxième, troisième et 4e année, principalement en première année, hein, notre grosse partie de l'admission est en première année. Donc pour la première année, sur Parcoursup, vous devez candidater entre le 20 janvier et le 20 mars. Alors je pense que c'est même un peu plus tôt, cette date, elle n'a pas dû être mise à jour. Je crois qu'elle est à jour sur un transparent d'après. Donc là, vous êtes surtout intéressé par la candidature en année 1, mais sachez que vous pouvez rentrer en 2e année, en 3e année et en 4e année, en ayant fait d'autres parcours initiaux. Qu'est-ce que je dois vous dire là? Non, c'est à peu près tout sur ce recrutement. Alors, diversité du recrutement. Donc, nous donnons une priorité à la diversité et à l'ouverture. Globalement, on mène une politique d'ouverture que l'on va mener au sein des lycées, de façon à favoriser l'égalité des chances, à favoriser la parité homme-femme dans nos recrutements. Donc, on n'a pas de critères hein, sur l'admission, mais par contre, on va faire de l'incitation dans les lycées en particulier pour inciter les filles à postuler. Souvent, elles s'autocensurent sur ces formations-là, donc on essaie de les inciter à postuler. On fait également une ouverture sur le handicap, avec un accueil de nos étudiants en situation de handicap. On s'adapte systématiquement à leur situation. Également via les filières en apprentissage que l'on développe dans nos départements. Dans le développement de ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la formation d'ingénieurs et de techniciens déjà diplômés, et puis une grande ouverture à l'international, puisqu'on a parmi nos étudiants 125 pays qui sont représentés. Donc voilà les quelques chiffres que nous pouvons mettre en avant. Le nombre de filles, pourcentage d'étudiants internationaux, à peu près un quart, le nombre de nos étudiants en situation de handicap que l'on va accompagner, et puis un certain nombre d'étudiants en filière d'apprentissage dans nos départements de spécialité. En termes de bourse, donc, vous avez accès, lorsque vous voulez venir étudier dans le groupe INSA, aux aides gouvernementales possibles, enfin, qui sont multiples. Donc là, il faut vous renseigner directement auprès des institutions. Donc pour la France, vous avez la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux du Crous, l'aide au mérite, l'aide à la mobilité internationale, un certain nombre d'aides spécifiques, des prêts étudiants, des aides au logement, etc. Nos résidences étudiantes vous permettent de bénéficier de l'aide au logement. Nous pouvons aussi travailler pour aider sur les problématiques de caution de location qui nous permet de nous porter garant pour un accès plus facilement à un logement. Il faut savoir aussi que notre fondation, elle est constituée de mécènes qui sont des grandes entreprises françaises dans lesquelles nos ingénieurs trouvent des emplois, octroient un certain nombre de bourses en première année pour les lycéens admis et les boursiers du secondaire. Nous avons également des aides internes sous conditions particulières, donc il faut vous renseigner auprès des établissements si vous avez besoin d'aide financière pour pouvoir intégrer nos écoles. Un point important, tous nos élèves de première année se voient proposer des solutions d'hébergement, c'est-à-dire à partir du moment où vous postulez chez nous et que vous êtes admis, vous êtes sûr d'être logé. Vous n'avez pas besoin de faire une recherche d'hébergement. Nous offrons un hébergement à tous nos élèves de première année. Donc ça, c'est vraiment une source de... Enfin, ça rassure beaucoup, et surtout quand on vient de loin et qu'il est difficile de trouver un logement en venant de loin, eh bien, c'est un point plutôt positif. Évidemment, c'est associé à la restauration. Vous avez hébergement et restauration. Alors, un petit point sur les filières internationales que nous ouvrons. Donc, vous avez les différents établissements qui sont répertoriés ici et vous avez les différentes filières internationales. Par exemple, à Lyon, nous avons une filière ouverte sur les pays d'Amérique latine et les Caraïbes, des cours en français.
une filière ouverte sur les pays d'Asie du Sud-Est avec des cours en français aussi, ouverte sur l'Europe avec des cours en français aussi, et une filière en langue anglaise. Donc là, c'est toutes origines d'étudiants, mais qui sont anglophones, et donc ils auront leurs enseignements en anglais au cours des 2 premières années de leur scolarité, et ils pourront le poursuivre par la suite. Donc, vous voyez qu'à Toulouse, c'est l'Asie. Vous avez également une filière en langue anglaise. Vous avez une filière tournée autour des pays, filière bilingue avec espagnol, etc. Un partenariat avec la Norvège aussi et la Suède à Toulouse. Voilà. Donc, en fonction de vos souhaits d'intégrer une filière internationale, eh bien, repérez les écoles sur lesquelles il faudra mieux porter vos choix. Filière internationale, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tous les étudiants sont étrangers, ça veut dire que la moitié des étudiants sont étrangers et l'autre moitié sont des étudiants français. Par exemple, dans notre filière ASINSA à Lyon, on a la moitié de nos étudiants qui viennent, qui sont originaires d'Asie, et l'autre moitié qui sont des étudiants français qui ont envie d'avoir une ouverture particulière sur la culture asiatique. Donc, dans ces filières-là, vous avez des cours en plus, des cours relatifs à l'interculturalité, vous avez un cours de LV2 en plus, qui vont vous permettre de vous ouvrir sur la région du monde que vous avez choisi d'intégrer au travers de cette filière internationale. Vous avez également la possibilité de continuer à pratiquer à faire des pratiques artistiques. Donc, nous avons un certain nombre de filières particulières artistiques, arts plastiques études, danse études, images études, musique, théâtre, cinéma, etc., en fonction de nos établissements, qui sont accessibles soit directement dès la première année, soit à partir de la 2e année, ça dépend. Donc à Lyon, par exemple, vous avez toutes ces possibilités qui sont ouvertes, et avec 2 options sur l'aspect théâtre-études. Donc ça fait partie des enseignements, et vous avez donc un supplément au diplôme qui va vous permettre de valoriser cet engagement. Alors, vous avez également, depuis l'année dernière, une filière artiste de haut niveau, donc pour laquelle on va vous proposer un aménagement de votre scolarité à l'instar de ce que l'on fait depuis très très longtemps pour les sportifs de haut niveau. Ça correspond à un tout petit nombre d'élèves, hein, il ne faut pas se le cacher. Par exemple, à Lyon, sur nos 900 élèves de première année, on a 25 élèves qui bénéficient de la filière sportive de haut niveau. Donc, ce sont des sportifs vraiment de haut niveau qui sont engagés dans des programmes nationaux, voire internationaux. On a un certain nombre de nos athlètes qui participent aux Jeux olympiques régulièrement. Donc, ce sont des sportifs de haut niveau, mais du coup, qui ont un aménagement de leur scolarité qui leur permettent de continuer à pratiquer leur sport, les entraînements et les compétitions. Et donc, ce sera la même chose, c'est la même chose pour les artistes de haut niveau. Donc là aussi, si vous faites partie de ces élèves-là, eh bien, référez-vous à nos plaquettes qui vont vous expliquer comment ce recrutement se fait, etc. Donc, il faut bien évidemment, dans ce cas-là, justifier d'une pratique antérieure de très haut niveau pour pouvoir bénéficier de cet aménagement de scolarité. Journée porte ouverte pour terminer cette partie de la présentation. Donc, elles sont mentionnées ici. Même chose, vous les trouverez toutes sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter cette année. Vous pourrez en bénéficier comme tout le monde, même en n'étant pas en France. Donc, profitez-en. Elles sont organisées de façon à ce que vous puissiez poser des questions, interagir avec les enseignants. Un certain nombre de sessions seront enregistrées. Vous pourrez les réécouter. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site où elles sont toutes spécifiées. Je voulais juste terminer par 3 transparents. Alors, je vais aller un peu plus loin dans ma présentation. Voilà. Sur les modalités de recrutement. Donc, comment est-ce qu'on recrute? Donc, c'est un recrutement sur dossier, plus entretien pour certains élèves. Donc, au niveau du dossier scolaire, nous allons regarder les notes obtenues en première et en terminale pour les 3 spécialités en première et pour les 2 spécialités de terminale, quelles que soient les spécialités que vous ayez choisies. Et nous allons également regarder les notes de français et les notes de langue vivante. Voilà les notes qui sont obtenues, qui sont retenues sur le dossier scolaire. Ces notes sont harmonisées selon les éléments de Parcoursup. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Une note de 15 avec une moyenne de classe de 15 ou de 12 n'a pas la même valeur. Donc, on a une harmonisation. Et les matières et les années ont des poids différents dans l'analyse des dossiers. C'est-à-dire que les notes de terminale n'ont pas le même poids que les notes de première. On va donc classer ces dossiers. Ça va être la première étape, classer vos dossiers. On va ensuite sélectionner les candidats les mieux classés et on va leur proposer un entretien. Cet entretien
pourra leur permettre de valoriser leur dossier. Donc, ça va pouvoir les faire bouger dans le classement. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été convoqués à l'entretien ne seront pas admis dans nos écoles. Ça veut dire que les autres qui ne sont pas retenus pour l'entretien vont poursuivre le recrutement sans cet élément, c'est-à-dire que leur classement ne sera pas modifié. Au niveau des notes du bac, on prend aussi en compte les notes du bac, on prendra en compte les notes de spécialité de terminale dont vous passerez les épreuves en mars 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va d'abord faire un préclassement sans ces notes du bac, puisqu'on ne les aura pas au moment du premier classement des dossiers. Donc, vous aurez un préclassement et ensuite, vous aurez un classement final qui prendra en compte le dossier scolaire, les notes du bac et la note de l'entretien pour ceux qui auront été convoqués. Et également certaines situations particulières et l'avis du chef d'établissement sur la poursuite d'études. Donc, du fait de l'intégration des notes d'entretien et des notes du bac, le premier classement pourra être revu en fonction de tous ces éléments. Le premier classement que l'on va faire ne sera pas définitif. On ne remonte qu'un seul classement à Parcoursup, le classement final, toutes spécialités de terminale confondues. On ne va pas faire un classement sur certaines spécialités et un classement différent sur d'autres. On va faire un classement général sur l'ensemble des spécialités. Donc, je vais revenir maintenant sur ces différentes spécialités. Alors, c'était c'était celui-là. Il est où mon… Ah bon, voilà, c'était celui-là. Alors, quel profil? Quelle spécialité? Quel profil? Nous avons la consigne avec le nouveau bac de rester très ouvert au niveau des spécialités. Néanmoins, nous savons clairement quelles sont les chances pour les élèves qui arrivent chez nous de s'adapter et de réussir au sein de notre groupe avec un bac général. Donc, ce dont on est sûr, c'est qu'en première et en terminale, on a besoin de solides compétences en mathématiques. Un élève qui rentrerait chez nous sans ces solides compétences en mathématiques, en fait, il échouerait. Donc, on ne souhaite pas recruter des élèves pour lesquels on est sûr qu'ils ne vont pas réussir. Donc, ça, c'est un premier point. En première, on exigera des compétences en sciences physiques ou en sciences de l'ingénieur, ainsi qu'une autre discipline, qu'elle soit scientifique ou non. Donc, on n'a pas d'exigence sur la troisième spécialité de première. Par contre, sur les deux premières spécialités, solides compétences en mathématiques, solides compétences en sciences physiques ou en sciences de l'ingénieur. On recrute également des élèves qui ont de bons acquis en français et en langue pour le cursus ingénieur, et également en histoire-géographie et en philosophie pour le double cursus INSA Sciences Po à Rennes et à Toulouse. On va recruter des élèves qui vont montrer un intérêt pour le travail en équipe, la résolution de problèmes pluridisciplinaires, l'interculturalité, mais également pour des disciplines transversales, sciences humaines et sociales notamment. Donc ces points-là seront particulièrement travaillés au cours des entretiens, c'est-à-dire que ce sont des points sur lesquels on va solliciter les élèves pour voir s'ils ont bien le profil que l'on souhaite qu'ils aient dans nos établissements. Une petite remarque. Les lycéens ou les lycéennes qui n'auraient pas suivi la spécialité mathématiques en terminale devront avoir gardé l'option mathématiques complémentaires et 2 enseignements de spécialité scientifique. Donc, dans ce cas-là, on prendra, au niveau de l'admission, on prendra alors compte de ces résultats et de sa motivation au regard des enjeux attendus dans la formation. Donc, clairement, on conseille, en fait, on ne peut pas exiger, mais on conseille fortement d'avoir conservé la spécialité mathématique en terminale. Mais si ce n'était pas le cas, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas rentrer dans nos établissements. Par contre, on se basera sur l'option mathématiques complémentaires. Ça, c'est un incontournable. Rentrer dans nos établissements sans avoir fait du tout de maths en terminale, en fait, on sait que ce serait beaucoup trop difficile de vous adapter et en fait, on vous recruterait pour vous exclure en fin de première année, ce qui n'a pas de sens. En fait. Donc, voilà un peu les conseils que l'on peut donner au niveau du dépôt des dossiers et des profils qu'on attend pour nos étudiants. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi. Du coup, vous avez peut-être d'autres questions plus spécifiques sur notre établissement suite à ces différentes infos que je viens de vous donner. J'avais une question, c'est par rapport à l'option maths experte. Est-ce que vous en tenez compte? Alors, on ne va pas regarder maths experte. Par contre, c'est sûr que les élèves qui ont fait maths experte, ils vont arriver avec un bagage supplémentaire qui leur sera utile. On ne va pas dire le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect rentrée
Et puis après, je dirais, si je veux être un peu abrupte, hein, je m'excuse, mais il y a l'aspect rester et réussir. Et donc, c'est sûr que les élèves qui auront pris Maths Expert, elle n'est pas exigible, on ne va pas regarder les résultats, mais par contre, elle servira. Elle va être utile. Bonjour. Est-ce que vous êtes en partenariat avec des entreprises pour assurer les débouchés ou pour les stages, par exemple? Alors oui, on a évidemment, on ne laisse pas les élèves tout seuls face à leur recherche de stage, en particulier en première année. On a un panel de stages qui sont à disposition de nos élèves. On a des partenariats de longue date avec les entreprises. Dans les départements également, je dirais que dans les départements, en fait, le problème ne se pose même pas. Dans les départements, on reçoit bien plus d'offres de stage de la part des entreprises que l'on a d'étudiants. Nos étudiants sont très demandés en stage dans les entreprises. Donc, les étudiants n'ont aucun mal à trouver un stage. En fait, les annonces nous arrivent directement. On les accompagne un petit peu plus sur la première année parce que le contact est parfois un peu plus difficile, mais on n'a jamais d'étudiants qui ont des difficultés pour trouver un stage. Ils ont tous des stages sans problème. Moi, j'aurais une question sur la durée du stage. Il dure combien de temps? Durée du stage, alors en première année, la durée du stage, c'est 4 semaines. Souvent, nos étudiants le commencent assez tôt. Ils sont libérés autour du 20 juin. Ils ont fini leurs examens autour du 20 juin. Les jurys sont beaucoup plus tard. Hein. Les jurys sont plutôt autour du 14 juillet, le temps qu'on corrige les copies, qu'on fasse les commissions, etc. Mais souvent, ils partent en stage tout de suite au mois de juin. Donc, ils font leur stage souvent entre le 20 juin et le 20 juillet. Est-ce qu'on a, par exemple, Et après, alors, je termine juste. Après, dans les départements, c'est très variable d'un département à l'autre. Souvent, les stages de fin d'études, ils durent entre 4 et 6 mois. Et puis, le stage de milieu de parcours, il est plutôt autour de 3 mois. Ça dépend vraiment des spécialités, ça. Et par exemple, après le stage, est-ce qu'on doit avoir un entretien avec des jurys? Est-ce qu'on doit, pardon? Oui, est-ce qu'on doit avoir une soutenance après le stage? J'ai toujours pas compris, je suis désolée. Une soutenance après le stage? Ah oui, en général, oui, vous avez une soutenance après le stage, oui. Oui. Alors, oui, sur le stage de première année, ce n'est pas une soutenance. Vous devez faire un rapport. Et puis, vous avez un entretien. Ce n'est pas vraiment une soutenance. Vous avez un entretien avec un ingénieur et avec un enseignant de l'école. Donc, en fait, le stage de première année, il compte pour la deuxième année. C'est-à-dire que vous le passez à la fin de votre première année et ensuite, vous avez un rapport à écrire. Et puis, vous avez un petit entretien avec un ingénieur et un enseignant en début de deuxième année. Et donc, votre stage compte pour la deuxième année. Avec la crise sanitaire, ça se passe comment les stages? Alors, l'année dernière, on a un certain nombre de nos étudiants qui ont quand même pu partir en stage. Ils n'ont pas tous fait leur stage parce qu'il y en a certains qui n'en ont pas trouvé. Et souvent, ils l'ont trouvé au dernier moment, en fait. Ils pensaient ne pas en trouver, puis finalement, la situation s'est un peu débloquée mi-juin, et donc ils ont trouvé des stages un peu du jour au lendemain. Donc nous, on a ouvert, en fait, pour pouvoir permettre à nos étudiants en première année de quand même avoir des stages. On a été moins exigeants sur le domaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas obligé d'être dans un domaine de l'ingénierie. Par exemple, on a autorisé les stages dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services, etc., de façon à ce que nos élèves aient quand même une expérience. Pour les élèves qui n'ont pas pu faire leur stage, comme ça fait partie des notes de deuxième année, c'est obligé de se faire à ce moment-là. En fait, ils ont fait un travail sur une entreprise dans laquelle ils n'étaient pas du coup, mais ils ont sélectionné une entreprise et ils ont conduit un petit travail de réflexion sur l'entreprise, ce qui leur a permis quand même de découvrir l'entreprise. Et donc, ils ont fait un rapport et aussi une petite soutenance sur cet aspect-là. Pour les stages en département, on a eu certains stages qui ont été annulés, en particulier les stages à l'étranger, qui sont tombés à l'eau. On a essayé de recaser un peu nos étudiants aussi dans nos laboratoires, c'est-à-dire qu'on les a accueillis un peu plus dans nos locaux. Et puis, on a quand même un certain nombre d'élèves qui ont quand même pu faire leur stage avec des modalités de distanciel, c'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles ils avaient trouvé leur stage et qui sont passés en mode distanciel, eh bien, les stagiaires sont aussi passés en mode distanciel. Moi, j'ai encadré une stagiaire elle avait 5 mois de stage, elle a fait ses 3 premiers mois chez elle. Donc, effectivement, le sujet a été adapté, hein, forcément. Mais elle participait aux réunions en visioconférence, etc. Donc, ils ont basculé en fait en mode distanciel, comme le monde de l'entreprise l'a fait. Mais en tout cas, ils n'ont pas été pénalisés. Là où il y a eu plus de contraintes, en fait, c'est sur les échanges internationaux, puisque nos élèves partent tous à l'étranger.
dans leur cursus. Et là, effectivement, on a été obligé d'assouplir ces conditions parce qu'on a un certain nombre d'élèves, soit qui n'ont pas pu partir, soit qui ont dû revenir. Et donc, dans ce cas-là, on a aménagé leur scolarité et on les a réintégrés et on leur a proposé des solutions de remplacement. Mais on n'a pas eu d'impact sur nos diplômes. Nos élèves sont diplômés avec le même calendrier que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et si j'avais une dernière question, tu parlais des filières internationales. Comment on les intègre? Alors, il faut d'abord, sur les filières internationales, il faudra faire une demande particulière après l'admission. C'est-à-dire que c'est en deuxième phase. Il faut d'abord être admis. Et ensuite, on fait des vœux sur la filière que l'on souhaite intégrer. Alors, pour Lyon, par exemple, filière internationale dès la première année. Mais nos filières artistiques, elles ouvrent qu'en deuxième année. Mais pour les établissements sur lesquels les filières artistiques ouvrent en première année, c'est là aussi qu'on fait la demande pour entrer dans ces filières. Mais il faut d'abord être admis. Merci beaucoup. De rien, j'espère que ça a éclairé tout ça. Alors, je vous invite vraiment, je le répète, à aller voir nos sites internet, aller voir le site internet des différentes autres écoles aussi, classes préparatoires, les autres types de concours. Il n'y a pas que l'INSA dans la vie, hein, il y a tout un tas d'autres formations intéressantes. Renseignez-vous bien. Allez aux journées portes ouvertes. Cette année, vous en avez l'opportunité. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Voilà, j'espère que vous postulerez et que j'en retrouverai certains d'entre vous chez nous l'année prochaine. Merci. Merci Catherine, à bientôt.